Dans la mesure où elle est en train de décrire un espace intérieur qu'elle a elle-même conçu, elle perd son rapport aux sciences expérimentales et aux techniques. C'est ça qui est fascinant dans la linguistique cognitive, c'est qu'elle ne tient pas compte des sciences cognitives. L'espace de la conscience, c'est quoi? Vous voyez, enfin, il n'y a pas de temporalité, par exemple. C'est de la temporalité interne. C'est uniquement des dynamiques aspectuelles à la Cuvioli. Enfin, ça pourrait être recodé en termes guillaumiens ou autres. Vous voyez, c'est un petit champ, comme ça, avec des dynamiques. Et ça, c'est une question qui est critique. Hein. Il y a un moment, par exemple, où Tracy a un moment de doute. Moi, j'aime bien Tracy parce qu'il a de temps en temps un moment de doute. C'est un peu la fin du paradigme et de l'idéologie de ce point de vue-là. Et il dit il faut prendre des exemples qui ne soient pas trop longs parce qu'on serait obligé de faire intervenir le temps. C'est-à-dire le temps interne du discours, qui serait la textualité. C'est-à-dire on passe de la phrase des grammairiens, Jacobin, hein, lui, à la rhétorique des jésuites. Hein. Enfin, il y a quelque chose d'autre. On passe à une autre dimension. Dans la mesure où on a toujours calqué la grammaire sur la proposition logique, on a beaucoup de mal avec la période parce qu'à ce moment-là, on est obligé de faire intervenir le temps et puis il n'y a plus de véridicité possible. Si la phrase est trop longue, on ne sait pas si elle est vraie. C'est pareil pour un texte, la valeur de vérité d'un texte, ça n'existe pas. Alors, il faudrait... faire intervenir aussi quelque chose qui a énormément compté dans cette séparation entre les mots et les sens, c'est le dualisme anthropologique à fondement religieux. Hein. Le sens est du côté de l'âme. Hein. Si vous faites un dessin comme ça, signifié, scandale. Scandale. Ça veut dire qu'en bonne sémiotique graphique, le signifié étant plus éthéré, il doit être en haut. Pourquoi? Parce qu'on a toujours représenté le signe à l'image de l'homme. Si Saussure, il est en haut. Non, pas dans les manuscrits de Saussure. Oui, non mais... Mais Saussure met un pointillé et il fait un dessin pas toujours en plus. Ouais. Il fait une diagonale. Hein. Oui, oui. Il fait une diagonale comme ça. Donc c'est ni haut ni bas. Ouais. Enfin, c'est plus ou moins, si vous voulez. Plus ou moins. Ouais. Oui. Non, mais je veux dire, c'est en fait deux points de vue sur la même chose. C'est pas deux statuts ontologiques différents. C'est ça le problème. Hein, c'est ça le problème. Parce que lui, son problème, c'est de définir le statut ontologique du monde des signes. Hein, et là, on continue à les diviser en fonction de nos habitudes. Et c'est très implanté. Hein, c'est à la mesure où c'est pas réfléchi. Alors, il faudrait aussi, là je parle par prétérition, reposer la question de la clôture, si on parle de l'espace cognitif, la clôture confortable, bien entendu, qui était celle de la proposition. C'est d'abord la clôture de la conscience sur sa propre réflexivité. On ne sait pas du tout, je veux dire, rien ne permet, du point de vue neurologique, d'identifier une unité quelconque à ce que ses collègues appellent la pensée, hein, ni même la conscience.
La clôture du cerveau sur le cortex, vous avez tout le problème de la psychologie non corticale, vous avez tout le problème des neurones non cérébraux, vous avez tout le problème des cellules non neuronales dans le système nerveux, les cellules gliales, etc. Je posais la question, j'avais fait un livre sur sémantique cognitive en 91, tout ça est éminemment fonctionnel. Alors on dit, à l'époque on disait, oui, c'est cellules gliales, on sait pas, ça sert à rien, c'est du remplissage, vous voyez, c'est un peu comme là. Bon, en fait, non, plus le cerveau hormonal, plus... donc tout ça est follement périmé par l'évolution de... on reste à une machine... à l'image d'une sorte de câblage, en mettant les choses au mieux. Et puis, la clôture organisationnelle de l'organisme lui-même. C'est-à-dire, pour avoir une relation même sujet-objet, il faudrait savoir s'il y a une véritable extériorité. Or, nous sommes non seulement un écosystème, c'est-à-dire nous portons en nous 10 fois plus de bactéries qui nous suivent toute notre vie que nous avons nous-mêmes de cellules. Donc nous sommes un écosystème et nous sommes dans un écosystème, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut toujours chercher l'organe du langage là. On ne l'a pas trouvé, ça c'est très intéressant. On a trouvé des gènes qui inhibent la vocalisation chez le canari. Et on a dit, voilà, c'est ça le gène du langage. D'accord. Mais cette clôture organisationnelle de l'organisme, c'est pas du tout une boule topologique. Vous voyez, si pour avoir... oui. D'accord, on a une peau, mais on émet des phéromones, on fait des gestes, etc. Oui. Et ça, c'est constant, incoercible, etc. Donc, dans l'hypothèse que l'organe du langage, ce soit la société, il faudrait tout recommencer à zéro, c'est-à-dire poser la question du rapport entre le langage et le couplage avec l'environnement sémiotique. On est dedans, on s'y adapte. Ça ne veut pas dire que... On peut l'apprendre, bon, d'accord, mais... si l'organe est extérieur, ça pose un autre problème. C'est le problème, par exemple, du visa colonial dans les colonies de fourmis. Chaque fourmi échange avec les autres des hydrocarbures, et il y a une histoire de ce... Ça fait une odeur qui est celle de la fourmilière. Il y a une histoire de cette... Et elles échangent ces hydrocarbures quotidiennement, plusieurs fois par jour, avec les uns et les autres. Ça évolue, il y a de la diachronie de ce visa colonial. Les fourmis qui ne sont pas porteuses du visa ne peuvent pas rentrer ou même se font tuer, etc. Donc il y a des choses qui, biologiquement, sont très importantes et qui ne sont nulle part dans les individus, qui sont constituées par leur interaction. Alors nous, comme on est dans l'intériorité, l'unicité de l'âme individuelle, la clôture de la raison, etc., on a beaucoup de mal à identifier cette question du couplage avec l'environnement sémiotique. On sait très bien que le langage de la mère est entendu in utero, que l'enfant y réagit, etc. etc. Donc, anatomiquement, l'établissement même des connexions cérébrales et la façon dont ce qui oriente l'hécatombe neuronale des premiers mois est lié à l'expérience précoce. Tous les travaux même en aphasiologie, selon que vous avez appris une langue après l'autre, l'aphasie ne va pas être la même pour le russe que pour le turc, etc. Donc il y a cette question du remaniement par l'expérience va à l'encontre de l'innéisme, qui serait simplement une programmation génétique.
Et là encore, les données, disons, de la neurologie ne sont pas du tout intériorisées par les théories linguistiques de ce point de vue-là. C'est étrange, hein, même les plus cognitives, précisément, avec un programme d'absorption de la sémantique dans la psychologie, hein, c'est le slogan Semantic is Cognition, donc celui de Yakendorf en 1983, étudier la sémantique, c'est étudier la psychologie cognitive. Voilà. Donc il n'y a pas de sémantique dans les langues. Hein, et c'est un des aboutissements de ce dualisme. Alors, même si on prend ça, et même si on prend, si on admet la théorie du maître de Yakendorf, qui est Chomsky, lui était un peu l'opposition de Sa Majesté là, à savoir que la psychologie a pour vocation de rentrer dans la biologie par la voie de la neurologie, on se dit, mais même ça, c'est faux. Enfin, même si c'était possible, vous n'en tenez pas compte. Alors, Saussure, de ce point de vue-là, a très bien vu que tout cela est évidemment mental, mais que le mental n'explique rien. C'est lui qui est à expliquer. Hein. C'est comme la peinture. Hein. La peinture est causa mentale, d'accord, mais je veux dire, ça ne permet pas d'édifier une iconologie. Hein. Alors, pour se débarrasser du mental, il faudrait d'abord distinguer le concept du signifié. Je me souviens d'avoir erré dans les couloirs du LIMSI dans les années 80, puisque j'étais dans un labo d'intelligence artificielle, en disant, bon, bah, écoutez, ce qu'on appelle en sciences cognitives des concepts, c'est du signifié allégé, décontextualisé, etc. Mais il y a une différence entre les concepts et les signifiés. Vous voulez travailler sur des concepts, ok, moi je ne sais pas d'où ils viennent, dans quel corpus vous les avez pris, mais on pourrait faire des travaux empiriques sur les textes théoriques pour voir comment fonctionnent les concepts. Et à ce moment-là, on a des surprises. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle un concept? Comment on devient un concept et comment on cesse de l'être? Enfin, c'est des questions qui ne sont pas posées par les constructeurs d'ontologie. Sauf par des décisions du type Georges Miller a un petit carnet, il fait rentrer dans l'ontologie ce qui arrive. Par exemple, en 1981, il fait rentrer Intifada et Bacillus Anthracis. Et il fait sortir le franc, la lyre et le mark. Puisque... Les pesettes. Et les pesettes. Oui. Donc, vous voyez, là, c'est très bien de faire des ontologies, mais on voit bien le caractère normatif et finalement l'imposition d'une conception du monde, qui n'est pas sans intérêt, parce que, et même sans enjeu, puisque ça a été massivement financé à partir des attentats du 11 septembre. Hein. Tout ce qu'on a appelé la net-centric stratégie et le financement du web sémantique sont, de ce point de vue-là, liés explicitement. Il y a un rapport du Pentagone qui a été publié un petit peu plus tard, mais qui est téléchargeable obligeamment en 2003, oui, sur cette stratégie, en disant il faut en finir avec le web caché, et le mieux c'est de passer par des ontologies. Et ces ontologies, c'est nous qui allons les faire. En gros, c'est ça. Hein. Bon. Alors, la question, est-ce qu'il y a des questions, remarques, ou vous voulez que je développe ou que j'abrège sur certains points? On fonctionne comment là? Jusqu'à midi et... 11h30 à 11h30.
je finis ce petit paragraphe-là. Pour sortir de ce dualisme, distinguer le concept du signifié, ce sera la moindre des choses. C'est-à-dire voir faire des travaux de linguistique appliqués sur ce que les collègues... sur les textes scientifiques, hein, ça c'est pas... ou philosophiques. Si on étudie le paragraphe chez Deleuze, on trouve des choses. Hein. Vous divisez le paragraphe en 10 parties. Dans les 2 premières parties, ils sont tous de la même longueur. Hein. C'est des crises rédactionnelles. Dans les 2 premiers déciles, vous trouvez Marx, Nietzsche, éventuellement Engels. Et puis, dans les 2 derniers déciles, vous trouvez Proust, Chaplin. Donc, chaque paragraphe refait la même chose. C'est-à-dire, on prend les références philosophiques et puis on essaye de sortir de la philo. Et les noms propres disparaissent, donc tous les paragraphes sont trop. Donc, ça c'est intéressant. Jamais personne ne pose la question de la position d'un concept dans le texte. Ils sont tous valables partout. Non, pas du tout. Dans les... et les exceptions peuvent varier aussi, selon qu'on est dans le résumé, dans le premier paragraphe, ainsi de suite. Donc là, il y a un chantier possible. Alors, le deuxième point, c'est de réhabiliter l'expression. Parce que moi, j'étais parti dans les années 60 en disant, bon, on n'a jamais de sémantique, on va faire une sémantique, on en a besoin, pas seulement sémantique lexicale, lier ça à la sémantique de la phrase, sémantique du texte. Mais en fait, on en a toujours besoin, on est bien d'accord, mais ça ne peut pas être autonome. C'est pourquoi je pense, par exemple, Saussure était très sévère à l'égard de la sémantique de Bréal en disant, qui était pourtant un pote, enfin, et même il disait, il y en a un peu, enfin, on n'a pas trop besoin de ces Ausführungen, hein, ces introductions. Ces introductions, ces trucs sur le sens des mots, ça peut être utile, mais en gros, c'est pas ça qu'on a besoin de faire. Alors que... Et il dit d'ailleurs, Saussure, vous n'avez plus le droit de diviser et d'admettre d'un côté le mot et de l'autre sa signification. Vous voyez, ça c'est une critique fondamentale du dualisme. C'est 2 points de vue sur la même chose. Et enfin, il y aurait à étendre l'empan, c'est-à-dire, on ne peut pas isoler ces... On a toujours réfléchi sur les mots, Saussure a commencé par là aussi, mais étendre l'empan, c'est-à-dire ni les mots ni les phrases ne sont donnés, ils sont donnés dans des textes, c'est-à-dire ils sont construits par restriction. C'est très difficile d'isoler un mot. Et c'est un acte. Et évidemment, ça crée, comme c'est un artefact, ça crée de grandes difficultés. Le nombre de thèses en intelligence artificielle sur l'ambiguïté est terrifiant. Il y a même des collègues dans la tour centrale qui avaient calculé que j'ai mal aux pieds, s'il y avait 68 000 ambiguïtés, parce que ça peut être la halle, peut-être la lova, j'aime, etc., etc. En tout cas, les colloques sur l'ambiguïté, nous les connaissons tous, et très souvent, c'est nous qui venons de la constituer. Vous voyez, Pierre veut épouser une Portugaise. Est-ce que c'est une Portugaise quelle qu'elle soit, ou bien est-ce que c'est la petite Fatima? Donc, on va faire 15 lignes de lambda calcul pour en avoir le cœur net. Mais vous allez sur le terrain, vous dites ça en Aranda, et on vous dit, mais moi je connais pas Pierre. Et toi, tu le connais? Non. Alors pourquoi tu en parles? Vous voyez, Alors, pour se dire que on allait reconquérir un rapport avec l'expression, on s'est dit on va
quand même concevoir des formes de médiation. C'est vrai, alors, bon, des formes de médiation, mais qui sont en fait restées internes à l'espace cognitif. On a réinventé le schématisme kantien. C'est la théorie des frames. Explicitement, il y avait un psychologue allemand qui avait lu Kant. Donc, lui, il s'est introduit dans la littérature cognitive, et donc, on a eu toute une population de scenes and frames, qui sont en fait ces figures de médiation entre le sensible et l'intelligible. Le prototype de Roche a la même fonction. D'ailleurs, il y a un moment où, dans un petit moment un rare moment de doute, Roche dit dans un texte, d'ailleurs non traduit, en 78, peut-être que le prototype serait a kind of platonic idea. Et en effet, prototype, on voit ça, en tout cas, dans le néoplatonisme tardif, sans aucun problème. C'est un des grands thèmes chez Plotin. Sauf que le prototype est un peu plus élevé que le prototype. Mais ce sont des médiations entre des représentations d'idées et des représentations d'objets, entre des concepts abstraits et des concepts concrets, bref, entre le général et le particulier. C'est une couche intermédiaire au sein des arbres ontologiques. Alors, évidemment, la théorie des prototypes chez Roche a été accueillie comme marée en carême parce qu'elle mettait un peu de flou dans les classifications qu'on trouvait trop rigides. Mais il n'y a pas de définition du prototype. Tantôt c'est le meilleur exemplaire, tantôt c'est des questions de distance. Et là, on voit, disons, l'indigence, malgré tout, de la réflexion. Et toutes ces formes de médiation restent internes à un mental non sémiotisé, finalement. Du moins, sans expression déterminée. Alors, la question qui va se poser, celle qui va assurer, si on peut dire, non pas simplement la médiation, mais la coexistence entre expression et contenu, c'est une question délicate, c'est-à-dire, il y a des passages où Saussure dit, bon, ben, voilà, il y a deux chaos, et ces deux chaos, en s'unissant, donnent un ordre, et cette union, en fait, c'est la sémiose, c'est-à-dire l'appariement interprétatif entre expression et contenu. C'est l'interprétation. Et de ce point de vue-là, comme il n'y a pas deux contextes identiques, toute occurrence est un apax. Ça, c'est révolutionnaire, c'est-à-dire il n'y a pas de synonyme. Alors, il y a eu des tas de travaux sur Prodikos, l'abbé Girard, etc. C'est une idée qu'on voit de temps en temps, chez Hermarer aussi, dire que toute occurrence est un apax. Mais le problème, c'est d'avoir une théorie pour l'articuler. Et le problème, c'est que la sémiosis, on ne peut pas l'établir au niveau des mots évidemment isolés, puisque le sens étant fait de différence, le sens des mots est fait de différence avec les voisins, non seulement en paradigme, mais en syntagme. Et donc, chaque fois, c'est un calcul complexe. Les voisins peuvent être très loin, ils peuvent être dans d'autres textes. Alors, jamais on a parlé de sémiosis intertextuelle. Déjà, on ne parle pas de sémiosis textuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va dire, bon, tous ces problèmes, c'est de l'allusion, c'est... Je veux dire, si on a accès, c'est un problème de domination du global sur le local, si on a accès à la signification locale par l'accès à l'ensemble du corpus, à ce moment-là, on est devant des situations qui vont exactement à l'encontre du principe de compositionnalité, puisque le sens des sous-expressions, on ne le connaîtra que par restriction du sens des expressions. Or, dans le principe de compositionnalité, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire le sens d'une expression est dérivé du sens de ses sous-expressions. Quand vous interrogez
les auteurs là-dessus, ils vous répondent, mais le sens des sous-expressions est donné sur le mode de l'évidence. Attendez, ça ne marche pas. Je rappelle que Frege, quand même, quand il énonce le principe de compositionnalité, immédiatement après, parle d'un principe de contextualité qu'on a complètement oublié. Et là, il y aurait une interrogation à avoir sur le primat du principe de compositionnalité en syntaxe, dans le gentil arbre syntaxique, d'abord. Le symbole P, il est fait avec ça. Et pour se débarrasser du symbole P, on n'y arrivera pas, parce qu'il est dans tous les... il est partout, hein, sauf dans les grammaires d'Arvadjoa, et encore, il y a des petits symboles P. Alors, si dès lors qu'on fait intervenir le texte, on est obligé de faire intervenir des pratiques, c'est-à-dire ce qui détermine le genre du texte, puisque chaque pratique sociale comporte une couche sémiotique, et dans cette couche sémiotique, il y a une organisation linguistique telle que, par exemple, le professeur des hôpitaux, dans sa vie professionnelle, a 3 genres écrits, la lettre d'observation, le résumé d'observation, la lettre au collègue et l'article scientifique. Bon, on ne décrit pas trop ça. Hein. Dès qu'il sort de ce même professeur des hôpitaux, évidemment, dès qu'il sort de sa vie professionnelle, d'autres genres, comme la carte postale, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas de travaux comparatifs, ni d'investigation sur ces questions-là, des compétences numériques, et puis des rapports entre pratiques sociales et de la constitution et l'évolution de ces genres. Oui. Une petite pause. Oui. Il y a Goffman. Oui. Goffman en sociologie. Oui, mais il ne s'intéresse pas à la question de savoir dans quelle langue c'est dit. Oui, mais il étudie quand même les variations du genre théâtral, par exemple. Oui. Il y a des éléments sur les cultures. Absolument, absolument, mais je veux dire, le problème de la pragmatique conversationnelle en général, c'est que c'est une microsociologie, c'est que ça débouche sur une microsociologie. Et cette microsociologie, elle a été édifiée comment? D'abord à partir de l'école de Chicago, on envoie des animateurs de rue pour voir un peu comment ça fonctionne dans les groupes de jeunes. Donc des questions comme le term talking, pour eux, ce n'est pas lié à la structure de l'anglais. Hein, c'est simplement, on observe les relations entre les gens. Alors, évidemment, dans chaque langue, il y a des enfin, dans les modes d'emploi de chaque langue, si vous allez dans la maison de quelqu'un qui est d'une caste supérieure, vous ne devez pas franchir telle zone, etc., etc. Où il y a des expressions que vous ne pouvez pas donner. Il y a tout ce côté de sociologie du langage qui est évidemment... mais c'est souvent, d'abord, c'est lié à des langues, et ce n'est pas la question que pose la microsociologie. Elle regarde simplement les interactions à l'intérieur du groupe. Et il y a des tas d'observations intéressantes, du genre, je ne sais pas moi, le jeu, la partie de cartes en 4 langues au Sénégal ou autre. Enfin, je veux dire, il y a la question d'alternance codique. Bon, là, il y a des tas de choses à voir, mais c'est pas leur projet. Hein. Ça apporte de l'air, si on peut dire. Hein. Et comme tout ce qui concerne le plurilinguisme en acte.